In der war Meister. Pour la petite histoire, mais qui néanmoins débouche sur l'attribution de ce prix, c'est par un heureux hasard que je vous ai découvert. Et contrairement à ce qu'affirmait Christophe tout à l'heure, ce n'est pas au bord d'une plage d'Albanie que j'ai eu la révélation. Au début de cette année, lors d'un séjour en Thaïlande, je m'ennuyais sur une plage de ce beau pays. Il est vrai qu'après plus de 2 jours sur une plage, je commence par chercher d'autres façons d'occuper mon temps. Mais j'avais pris la précaution d'emporter avec moi un certain nombre d'ouvrages susceptibles de calmer mon impatience. Et parmi eux, l'ouvrage de Teddy Papavrami, Fugue pour violon seul. Et quelle découverte! Certes, la vie mouvementée de ce soliste d'exception est passionnante, décrite avec talent, tant dans la narration que dans le style. J'étais fasciné par le personnage, non pas seulement fasciné, mais profondément ému. Voilà un enfant qui vit à Tirana sous une dictature implacable, dans des conditions précaires, un père grand professeur de violon qui ne ménage pas son fils pour lui faire apprendre le violon, tout en usant de méthodes parfois même brutales. Et puis Christophe vous l'a bien décrit, c'est l'exil en France, dans des conditions souvent très difficiles, tant sur le plan matériel qu'affectif. Ce qui me touche, c'est que tout au long de ce récit, l'auteur n'exprime jamais aucune agressivité, qu'il fait face à un destin bien austère, et qu'il en ressort grandi, non pas seulement parce qu'à force de travail, il acquiert une technique exceptionnelle, mais parce que sa personnalité s'enrichit, se fortifie, pour atteindre un humanisme empreint d'émerveillement pour tout ce qui l'entoure. C'est une belle illustration de ce processus de résilience, cette notion chère à Boris Cyrulnik, dépasser les traumatismes du passé pour grandir dans le présent. Et lorsque plus tard, Teddy Papavrani retourne à Tirana, il revoit les lieux de son enfance avec joie, sans aucune amertume et même avec reconnaissance. Après avoir lu cette autobiographie, je me suis demandé ce qui caractériserait aujourd'hui le maître qu'est devenu l'enfant surdoué. Un seul mot, la sérénité. Et c'est bien cette sérénité qui fait la grandeur de Teddy Papavrami. Sérénité qui caractérise ses interprétations du répertoire des œuvres pour violon. Cette sérénité, je l'ai retrouvée en écoutant Teddy Papavrami l'autre soir dans son interprétation des sonates et partitas de Jean-Sébastien Bach. De la virtuosité, oui, mais empreinte de sérénité, ce qui nous rend l'œuvre tellement plus accessible, plus émouvante. Enfin, avant de terminer, j'aimerais encore évoquer le titre de son ouvrage, Fugue pour violon seul. Et je suis certain que ce titre n'est pas anodin et qu'il nous donne la clé de la personnalité de son auteur. La fugue d'abord, c'est l'exil vers d'autres territoires inconnus, vers d'autres découvertes, et puis le violon seul, évocation de cette solitude nécessaire à l'accomplissement et à la compréhension des grandes œuvres musicales. Je pourrais m'étendre encore longuement sur ce sujet, mais je vous invite à écouter les interprétations de Teddy Papavrami à la lumière de ce que j'ai essayé d'exprimer ici, certes maladroitement, mais avec une conviction profonde, tout en m'excusant d'avoir ainsi peut-être pénétré sans autorisation dans le jardin secret de notre lauréat. Impressionné, après ça. Je vais essayer d'être bref et de vous faire une présentation assez courte. Maestro, ces quelques mots s'adressent à la fois à l'homme de lettres et des sons que vous êtes. Allez de Stradivari
à Stradivarius ou faire le même exercice de Guarneri à Guarnerius est, comme vous le savez, une figure rhétorique qui consiste à aller du nom propre au nom commun et réciproquement. La grammaire française dans laquelle vous êtes également maître qualifie cette mue avec les barbarismes dont elle est coutumière d'automase ou pire encore de métonymie. Et là, je me tourne vers mes professeurs qui sont là ce soir. Apprivoiser et transcender comme vous le faites le nom commun de Stradivarius à l'altitude de son créateur Stradivari et lui restituer comme vous le faites le son intemporel qu'aurait probablement souhaité l'immense luthier de Crémone, c'est nous faire connaître l'extase absolue. Et ce son que vous avez sculpté, notamment dans l'espace de la chaconne de Bach, ou la sonate d'Eugène Ysaÿe, doit enchanter la tombe de Stradivari avec une autre bienveillance que l'œil qui regardait Caïn. Une liaison improbable s'établit entre vous et moi au cours d'un récent déjeuner qui réunissait autour de vous Christophe Schentob et Jérôme Joliat. Vous vibrâtes à l'occasion d'une parenté familiale avec le maître luthier Étienne Vatelot, décédé l'année dernière à 88 ans, auquel je rendis plusieurs fois visite dans son atelier derrière l'église Saint-Augustin à Paris. Vous le connûtes également en compagnie de votre maître Pierre Ammonial, qui lui confia son Stradivarius avant qu'il ne disparaisse à l'arrière de sa Porsche, sauvagement volé devant son hôtel alors qu'il payait sa note, qui franchit d'un seul coup le seuil des étoiles. Étienne Vatelot fut sans doute le plus grand maître luthier français du XXe siècle. Il fut celui de Ginette Neveu, avant qu'elle ne périsse en avion en 1949 sur les Andes avec Marcel Cerdan. Fort heureusement pour lui, il résista à sa demande de l'accompagner lors de ce voyage dont elle ne voyait pas comment elle pourrait se passer de lui. Arthur Grumio, Isaac Stern, Rostropovitch, avec lequel il fêta ses 50 ans d'amitié, Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mutter et combien d'autres faisaient à Étienne Vatelot une cour assidue pour régler la hauteur du son de leurs cordes au niveau de celle de son cœur. Un jour, raconte Vatelot, et vous connaissez sans doute l'histoire, il complimentait Yehudi Menuhin sur le son de son Strad de 1714, en lui disant qu'il avait un instrument de rêve qui comportait toutefois un grand défaut. Il éclatait comme une cathédrale dès qu'on posait l'archet sur la corde. Je cite Vatelot. À la fin, il est devenu trop puissant pour Menuhin. Je lui ai conseillé, toujours dit Vatelot, de s'en séparer et il le vendit en 1986 à Isaac Perlman. Ainsi passent les merveilles du monde et leurs sons subtilement éphémères. Pour reprendre à mon compte le raccourci familier et gouailleur de Vatelot, le Strad qui vous est confié en a passé par d'autres mains expertes avant d'être enchanté par les vôtres. Rêvons un instant ce soir, que ce joyau musical vous revienne un jour, lui ou un autre de son illustre dynastie, et laissons conclure Verlaine, car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance, seule fiance, le rêve au rêve et la flûte au corps.
suis extrêmement touché et surpris. Je n'ai pas, c'est la première fois de ma vie que je reçois un tel hommage. Je suis d'autant plus ravi que cela ait lieu dans Genève, une ville dans laquelle j'ai choisi de vivre depuis quelques années. C'est un véritable choix, dont je suis très heureux. Je suis très touché par tout ce qui vient d'être dit, par l'attention qui m'est portée. Voilà, le métier de musicien se passe dans une certaine solitude et on est un peu confronté comme ça à une surexposition par instant, compensée par de longs moments d'un travail extrêmement discret chez soi qui semble ne pas avoir de but, mais voilà, il y a des moments où effectivement il prend tout son sens, et ce moment-ci est un de ceux-là. Merci beaucoup.